Donc nous en venons, on va découper les groupes pour animer un petit peu les choses. Et Monsieur a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais associer à ma question mon collègue Guillaume Chevrollier, député de la Mayenne. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, les agriculteurs manifestent, vous le savez, leur colère et leur désespoir. Et depuis plusieurs mois également, la représentation nationale vous interpelle sur la crise profonde que traverse l'agriculture. Trop souvent, vous rejetez l'entière responsabilité sur l'Europe. Oui, l'agriculture de l'Europe est en difficulté. Oui, le secteur agricole est l'un des plus directement réglementés par l'Union européenne. Mais il est indéniable que la crise de l'agriculture française est plus profonde et plus grave que celle traverse nos voisins. Les distorsions de concurrence entre la France et nos partenaires européens sont dues notamment à la surtransposition des normes européennes qui pénalisent lourdement notre agriculture. Je citerai 3 exemples. Le premier est très éloquent. Les installations susceptibles de générer des risques ou des dangers pour la santé, la sécurité et la salubrité sont soumises à une réglementation particulière, les normes ICPE. Pour la filière porcine, le seuil d'autorisation ICPE est fixé en Europe à 2000 porcs. En France, il est fixé à 449 porcs, pénalisant lourdement la filière porcine, dont la production d'un niveau égal à celle de l'Allemagne et de l'Espagne en 1990 est aujourd'hui 2 fois moindre. Si vous avez pris conscience de cette distorsion, votre seule réaction a été l'instauration d'une procédure intermédiaire pour les élevages compris entre 449 et 2000 porcs. Le second exemple est celui de la directive européenne nitrate de 1991. En 2011, un arrêté venait la transposer en droit interne, s'en tenant presque exclusivement au texte original de la directive. C'était sans compter sur un nouvel arrêté, celui du 23 octobre 2013 que vous avez signé et qui contraint aujourd'hui de nombreux éleveurs à procéder à une coûteuse mise aux normes de leurs bâtiments. Enfin, troisième exemple, celui rapporté par le journal Le Monde le 19 mars dernier. Un éleveur de volailles s'est vu refuser une autorisation au motif, je cite, de l'absence de support mural ou de tout autre moyen adapté pour l'accrochage de la pelle servant pour le ramassage des plumes. Les agriculteurs, Monsieur le Ministre, attendent désormais que vos déclarations soient suivies d'effets et de faits. Quand allez-vous entreprendre une réduction drastique des normes qui pèsent sur leur activité afin que les agriculteurs français puissent être à armes égales avec leurs concurrents européens? Quand donnerez-vous des instructions précises à certains fonctionnaires trop zélés qui manifestent une vocation de fossoyeur de notre agriculture? Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le député, sur la première remarque, c'est une crise de l'agriculture française, mais c'est aussi une crise à l'échelle européenne. Je vais en prendre pour un seul exemple. Quand je vois qu'en Finlande, il y a plus de 5000 agriculteurs qui manifestent avec 500 tracteurs, donnez-moi dans l'histoire des manifestations en Finlande. Quand je vois qu'en Grande-Bretagne, il y a 15 jours de cela, des agriculteurs ont manifesté, quand j'entends la ministre du Royaume-Uni, je n'ai pas l'impression qu'elle ait perçu la difficulté. Donc c'est une crise européenne. Je rajoute un point sur le lait, je l'ai déjà dit ici. Le stockage de la poudre de lait à l'échelle européenne, 40 000 tonnes l'an dernier. En 2 mois et demi sur le début de l'année 2016, on a passé les 52 000 tonnes de stockées en intervention. Si ça, ce n'est pas une question qui est posée à l'échelle européenne, moi je veux bien qu'on occulte. Je n'ai pas attaqué l'Europe. J'ai dit à l'échelle européenne, on ne peut pas continuer chaque pays dans son couloir à augmenter sa production sans tenir compte du fait qu'à l'échelle européenne et qu'à l'échelle mondiale, on est en surproduction. C'est ça la question. Et je ne vais pas revenir sur le débat sur la suppression des quotas laitiers. Je vous le laisse. Deuxième point, sur les normes. Discours que je connais par cœur. Mais au moins ce soir, vous allez me permettre de préciser un certain nombre de choses. Vous avez parlé, monsieur le député, de la procédure sur les ICPE. Quand je suis arrivé, la procédure des ICPE que vous aviez vous-même décidée, que M. Le Fur avait essayé de modifier dans un amendement devenu célèbre et qui avait été rejeté par votre majorité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place une procédure d'enregistrement. Oui, entre les 449 ports et les 2000, il y a une procédure d'enregistrement qui facilite et qui permet au préfet, sans enquête publique,
de décider si les règles sont respectées, de pouvoir procéder à l'investissement, à la mise en place du projet. Je vous dirais, monsieur le député, vous êtes en Mayenne, mais en Bretagne, où cette mesure a été appliquée, aujourd'hui, elle ne souffre d'aucune discussion, d'aucune contestation. Si vous voulez la remettre en cause, je vous en laisse la responsabilité, monsieur le député. Vous évoquez ensuite le sujet lié aux nitrates. Ah, arrêté de 2011. Mais ce que vous oubliez de dire, parce que c'est normal, vous faites de la politique, c'est que quand je suis arrivé, procédure de contentieux avec l'Europe. Qu'est-ce qu'on disait à la France? Vous ne respectez pas la directive et les engagements que vous avez pris. Ça voulait donc dire que l'arrêté que vous aviez pris en 2011 n'était pas conforme à la réglementation européenne. Ce n'est pas moi. C'était une réponse. Donc j'ai été obligé de changer les règles, oui, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, en France, on reconnaisse par exemple que le stockage du fumier pailleux peut se faire en plein champ sans aucun investissement. Et quant au dernier point sur la volaille et le mur pour la pelle, écoutez, dans ce type de débat, si c'était ça la question, je serais prêt à y répondre, mais je ne crois pas que ça soit la question que se posent les agriculteurs aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Lionel Tardy. Monsieur le ministre, comme vous avez commencé à le faire, malheureusement un peu tardivement, il faut aller auprès de la Commission européenne pour réclamer notamment la généralisation de l'étiquetage de l'origine des viandes. Mais il y a aussi de vrais problèmes au niveau national. Vous insistez souvent sur les aides versées aux agriculteurs. Je pense bien sûr aux aides européennes de la PAC, pour ne prendre qu'un exemple, l'aide aux bâtiments d'élevage. Le versement de ces aides est effectué principalement par l'Agence de services et de paiement, l'ASP, établissement public créé en 2009, ayant pour mission principale la gestion administrative et financière des aides publiques. Or, les représentants des professions agricoles de Haute-Savoie et de Savoie m'ont alerté sur les délais de versement de ces aides. C'est à peine croyable, mais il faut parfois jusqu'à 1 an et demi aux agriculteurs pour toucher les montants promis. Inutile de préciser que de tels décalages peuvent mettre en danger la trésorerie des agriculteurs. À ces retards s'ajoute souvent une charge administrative importante et beaucoup de paperasse, en plus des autres démarches qu'ils doivent effectuer dans leur métier au quotidien. Bref, l'outil de paiement qu'est l'ASP n'est visiblement pas opérationnel. Contrairement aux propositions législatives que vous rejetez en bloc quand elles viennent des députés de l'opposition, comme notre proposition de loi sur la compétitivité de l'agriculteur début février, restaurer l'efficacité et la rapidité du versement des aides ne dépend que de vous, monsieur le ministre. Sauf erreur de ma part, vous n'avez jamais évoqué ce problème publiquement. Pourtant, avant d'injecter des millions, il faudrait peut-être vérifier que les aides promises sont bien versées dans des temps raisonnables. Alors ma question est très claire. Que comptez-vous faire pour rendre cet outil de paiement réellement opérationnel et réduire drastiquement les délais que j'ai évoqués? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Sur l'étiquetage, je pense qu'il y aura des questions et j'y reviendrai. Sur la question des aides, il y a effectivement un retard qui a été pris et je l'assume. Il est lié en particulier à un apurement qu'on a dû régler avec l'Europe sur des aides qui avaient été versées dans les années précédentes et qui a obligé, dans la négociation que nous avons eue avec la Commission européenne, de revoir ce qu'on appelle le parcellaire graphique, de refaire toutes les photos de toutes les parcelles de France et de Navarre. Ce parcellaire graphique a pris du temps et c'est pourquoi nous avons mis en place les ATR pour l'année 2015, c'est-à-dire faire des avances, quoi qu'il arrive, à hauteur de 90% des aides qui ont été touchées précédemment. Et pour mettre en œuvre les aides qui vont être versées en 2016 et régulariser en 2015 en ce moment les aides de 2015 et les parcellaires graphiques qui vont justifier les aides. Ce problème du retard pris sur le parcellaire de manière globale a un impact aussi sur les aides du deuxième pilier et en particulier sur les PCAE. Donc l'enjeu pour ce qui concerne le ministre, c'est d'aboutir au versement des aides du premier pilier, de permettre aussi aux régions d'avoir des ATR et l'État va les avancer pour permettre aux régions de verser le deuxième pilier, que ce soit les MAE, que ce soit la bio et que ce soit en particulier l'assurance récolte, enjeu très important. Et sur les PCAE, j'ai vu et je verrai le président Richert, on a un vrai sujet pour régler effectivement ce qui avait été prévu dans ce qui avait été ponctionné sous le premier pilier pour aller au deuxième pilier, pour financer les investissements, avec cette question que vous avez très bien décrite. En 2009, l'ASP a été désignée comme le payeur. Bon,
il y a des sujets et on a été obligé de simplifier en particulier toutes les déclarations à cause des surfaces non agricoles, mais on est obligé aujourd'hui, comprimés que nous sommes, après les retards que nous avons pris, de traiter en priorité le premier pilier, mais je n'ai pas oublié les engagements qui avaient été pris par les régions et donc par l'État sur le deuxième pilier et en particulier sur les fameux PCAE qui consistent à subventionner et à aider à l'investissement pour l'élevage. Ça fait partie des deux éléments majeurs qu'on a à traiter et qu'on traite en ce moment, ministère et ASP. Merci. La parole est à Monsieur Verchères. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'immense inquiétude que suscite chez nos producteurs de cerises la récente décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de ne pas renouveler pour 2016 l'autorisation d'utilisation du diméthoate. Le diméthoate est un produit phytosanitaire permettant de protéger les cerisiers d'un moucheron particulièrement virulent, la Drosophila suzuki, qui a pour particularité de pondre dans les fruits charnus comme la cerise. La larve s'en nourrit, causant des pertes de production considérables pour les arboriculteurs. Cette décision, très lourde de conséquences pour toute la filière, est d'autant plus difficile à accepter par nos professionnels qu'elle n'est pas appliquée par nos voisins européens. L'été prochain, alors que la production hexagonale sera très largement ravagée par ce moucheron, la France importera des cerises venues d'Espagne, d'Italie ou de Turquie, des pays où le diméthoate est utilisé dans des conditions bien moins strictes que celles constatées en France ces dernières années. Cette interdiction franco-française va amplifier une concurrence déjà très forte avec une hausse de 51% des importations en 6 ans. Je rappelle que cette filière emploie près de 20 000 personnes en France et produit annuellement 50 000 tonnes de produits de grande qualité. Je peux personnellement témoigner de cette qualité, notamment avec la Sublime de Besnay, qui est produite sur ma circonscription. Monsieur le ministre, si la décision de l'ANSES devait se confirmer, l'État doit, dès les semaines à venir, mettre en place un plan d'indemnisation. Dans le même temps, puisque le diméthoate est considéré comme toxique, le gouvernement doit s'engager à interdire l'importation de cerises ou de fruits traités avec ce produit, qu'elles proviennent d'Europe ou de Turquie. Il doit également être aux côtés des producteurs dans la recherche de solutions alternatives. Un plan d'aide à la protection des vergers au moyen de filets anti-insectes, solution non toxique efficace, mais nécessitant malheureusement d'importants investissements, pourrait par exemple être mis en place. Mais un tel plan ne pourra être effectif cette année. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, d'intervenir pour que l'autorisation du diméthoate soit prolongée tant que des solutions viables n'auront pas été trouvées. Devant l'extrême urgence de ce dossier, quelle est la stratégie, Monsieur le Ministre, que le gouvernement compte adopter dans les jours à venir, parce que je sais que la décision sera rapide, et répondre ainsi à l'inquiétude de nos agriculteurs? Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué un sujet qui avait fait que l'an dernier, avant la mise en place de la décision que nous avions prise collectivement sur la loi d'avenir, qui renvoyait les autorisations de mise en marché sur les produits utilisés à l'ANSES, j'avais demandé à ce qu'on ait une utilisation du diméthoate avec des délais de pulvérisation réduits avant la collecte et à demi-dose. Mais il se trouve que l'ANSES a produit un avis très clair qui ne renouvelle pas l'autorisation qui avait été donnée précédemment sur ce produit, avec une toxicité pour les consommateurs et pour les agriculteurs utilisateurs, et de manière très claire. Elle avait ensuite demandé, si elle devait redonner une autorisation, que l'entreprise qui produit ce produit nous donne des informations sur la toxicité pour les consommateurs, ce que n'a pas fait l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'a pas redemandé une autorisation en France. À partir de là, le constat que vous faites, c'est la distorsion de concurrence. C'est qu'on aurait des cerises qui seraient produites avec du diméthoate et qui viendraient en France et qui ferait que nous, on serait privés de la production de nos cerises avec des consommateurs qui, de toute façon, seraient exposés au risque du diméthoate. Donc, par notification des autorités françaises, hier, à la Commission européenne, j'ai fait valoir le problème lié à ce qu'a été l'avis de l'ANSES et qui est scientifiquement appuyé sur un avis de l'ANSES, pour dire que c'était une décision maintenant qui relevait de l'Europe, pour une simple et bonne raison, c'est que Grèce, Italie et Allemagne seraient susceptibles d'utiliser ce produit, alors qu'il est clairement indiqué par l'ANSES qu'il est dangereux au niveau du consommateur. Donc j'ai demandé, dans une procédure d'urgence, à ce que la Commission nous réponde dans les 7 jours. Sinon, la France, ça a été fait pour Xylella fastidiosa,
fera valoir la clause de sauvegarde qui interdira toute importation de cerises qui viennent de pays où est utilisé le diméthoate. Comme ça, les choses seront claires. Ça ne résout pas pour autant les questions alternatives. Mais en tout cas, sur la question qui m'est posée, qui nous est posée à la représentation nationale, l'ANSES ayant donné un avis clair, si on s'engageait contre, cette fois-ci, on aurait à justifier. Et vous connaissez les débats sur ces sujets qui sont extrêmement sensibles. À partir de là, la question que vous avez posée, je l'ai parfaitement entendue, d'autant plus que la notification a été faite et envoyée hier, on l'a publiée aujourd'hui, et la Commission européenne a 7 jours pour nous répondre. Ou elle prend une décision d'interdiction à l'échelle européenne, ou sinon la France fera valoir la clause de sauvegarde. Merci. Nous en venons